crois que c'est le pire ennemi de la RH, c'est l'urgence. Vouloir recruter en urgence, vouloir résoudre ce problème en urgence, à chaud, et le temps RH, le temps de l'humain, ce n'est pas du tout le temps business finalement. Et c'est ce compromis qui va être difficile à trouver, encore une fois. Notre échelle de temps n'est pas forcément la même. C'est le pire ennemi. C'est le pire ennemi, par exemple, dès qu'on a des échéances réglementaires ou juridiques à respecter. On s'inscrit dans un temps qui n'est pas forcément le temps du business. Hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui vous donne toutes les clés pour vous créer votre vie professionnelle passionnante. Je suis Célia Leduc et ma mission, c'est de vous aider à vous lancer dans ce qui vous plaît vraiment. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour franchir le cap dans votre projet reconversion, je propose des accompagnements avec suivi 100% personnalisé et pour cela, vous pouvez m'écrire un mail à hello@mapassionmonjob.fr. Une dernière chose avant de commencer, si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de me le dire, c'est de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Depuis les débuts de ce podcast, j'ai eu la chance de recevoir des professionnels de tous horizons. Mais figurez-vous que j'avais pas encore reçu de DRH à mon micro. Et pourtant, les ressources humaines, c'est un domaine qui me parle et que je connais très bien, puisque j'ai bossé pendant des années dans des services RH de plusieurs entreprises en tant que spécialiste du recrutement. J'étais responsable Talent Acquisition. Donc aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Nathalie à mon micro. Nathalie qui est directrice des ressources humaines de MSC Croisières, un métier qui la passionne et l'occupe énormément, mais aussi un job qui n'est pas toujours simple et dont elle m'a raconté les enjeux et le quotidien dans cet épisode. Bonjour Nathalie. Bonjour Célia. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Ma Passion Mon Job. On s'était rencontrés il y a quelques mois ensemble via le club Game Changer, on avait discuté et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant qu'on parle de ton métier qu'on va dévoiler un petit peu après. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr. Donc je suis Nathalie, j'habite à l'est de Paris et je partage un petit peu mon temps entre l'est de Paris et la côte atlantique. Très bien. Pour donc parler de ton job, puisque c'est un petit peu l'objectif de cette conversation, donc tu es directrice des ressources humaines. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle entreprise et qu'est-ce que tu y fais donc au quotidien ? Alors en ce moment, je suis HR manager, donc directrice des ressources humaines dans une compagnie de croisière qui s'appelle MSC Croisières. Et je suis sur l'entité française de ce groupe international et ça fait à peu près 15 ans que j'évolue dans les ressources humaines, dans différents groupes, mais avec un fil rouge qui est le secteur du tourisme et des loisirs. Ok, c'est vraiment un secteur d'activité dans lequel tu t'es finalement spécialisée. Oui. Alors le tourisme et les loisirs, c'est vrai que ce sont la majorité des métiers passion. Donc c'est un univers passion. Avec beaucoup de travail. Avec beaucoup de travail, oui, tout à fait. Et puis des périodes d'activité un peu plus hautes du coup. Avec des saisonnalités, oui, pour le tourisme. Et en ce qui me concerne actuellement, c'est davantage une saisonnalité sur l'hiver. Ok, c'est marrant parce que j'avais fait une croisière quand j'étais... Alors ça fait vraiment longtemps, j'avais 17 ans. Et c'était justement avec MSC Croisière, avec un des premiers bateaux. Alors je sais plus le nom exactement. Ouais. Mais alors ça m'avait marqué en fait. C'est du coup... Pour la petite histoire, quand tu m'as dit que tu travaillais là-bas, ça m'a rappelé cette petite expérience. Du coup, qu'est-ce que tu préfères dans ton job actuel, donc de HR manager, de DRH ? C'est quoi qui te passionne ? Parce que je sais que tu es quelqu'un de très passionné par les RH, le recrutement, mais voilà, dis-moi un petit peu comment ça se passe. Je crois que tu viens de le dire en fait. Moi, ce qui me passionne dans le métier que je fais aujourd'hui, c'est l'aspect développement RH. Et c'est quand même toujours ce que j'ai beaucoup pratiqué dans les différentes boîtes dans lesquelles j'ai évolué. C'est le développement RH, c'est faire grandir les collaborateurs, faire grandir l'entreprise. Et le développement RH, je dirais qu'une des activités, c'est aussi le recrutement. Et le recrutement, alors ça, c'est un vrai coup de cœur. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier de RH. Trouver les meilleurs talents. C'est trouver les meilleurs talents. Oui, il y a ce côté enquêteur finalement où on part à la recherche d'une personne, d'un profil. Et puis voilà, il y a ce questionnement à avoir, ces rencontres.
fait, je crois que c'est voilà, ces différents aspects qui me plaisent le plus dans le recrutement. Ouais, et puis c'est très vivant le recrutement. Moi, j'en ai fait pendant des années, on en parlait en off, parce que j'étais responsable recrutement. Et c'est vrai qu'on n'a jamais la même journée. Enfin, on rencontre des gens très différents. En plus, toi, en tant que DRH, j'imagine que tu recrutes pour différents postes. Enfin, c'est pas toujours les mêmes. Différents niveaux de responsabilité. Et puis toi, tu as la vision stratégique. Voilà, de la vision aussi macro, quoi. C'est-à-dire que tu recrutes, mais tu sais exactement les enjeux. Exactement. Et c'est vrai que j'ai sur le recrutement, j'ai à la fois fait du recrutement en cabinet. J'étais responsable d'un cabinet de recrutement. Et puis, voilà, ce que je trouvais un petit peu frustrant quand je faisais du recrutement en cabinet, c'est justement de ne pas avoir l'impact d'un recrutement dans l'organisation. Et là, au poste que j'occupe, HR manager, vraiment, en fait, on a, comme tu le dis, les enjeux premiers, et puis on voit évoluer les collaborateurs une fois qu'ils sont dans l'entreprise. Ouais. Donc voilà, il y a d'autant surtout plus quand d'enjeux. Tu restes à long terme dans une boîte, de se dire tiens, j'ai recruté un tel à telle année, voilà, il a évolué. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Et puis, c'est vrai que c'est la partie la plus fun, entre guillemets, parce que dans les RH, il y a aussi toute une partie administrative, une partie... alors ça, j'aimais moins, c'était la partie, tu sais, relations sociales, gérer aussi les problèmes RRH. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu aimes le moins, du coup, dans ton travail ? Alors, ce que j'aime le moins, en toute honnêteté, ça va être l'aspect paye. Paye, tout ce qui est chiffres. Alors, budget, bon, ça, je dirais que c'est une obligation. Mais la paye, non, c'est un métier à part. Je n'ai pas d'expertise en paye. Et du coup, tu es quand même obligée de piloter ça, c'est-à-dire de vérifier des choses. Alors, j'ai la chance, là, d'avoir une paye externalisée. Donc, je travaille avec un cabinet et la configuration, paye externalisée me convient parfaitement. Donc voilà, moi mon métier il va s'arrêter finalement aux éléments variables de la paye. Ouais, ok. Voilà. Ou alors s'il y a des soucis, des choses qui te remontent, que ce soit soit vraiment bien fait. Voilà, et tu parlais des relations sociales. Bon, c'est vrai que c'est souvent un peu la bête noire des RH. Pourquoi ? Parce que on a toujours l'impression d'être un peu jugé à travers ces relations sociales. C'est toujours beaucoup plus tendu. Non, mais c'est moins, disons, ludique entre guillemets. Enfin là, on est sur des dossiers en plus assez lourds en général, et il y a des enjeux aussi derrière très importants. Voilà, c'est beaucoup plus politique, je dirais, les relations sociales. Donc on est un petit peu moins dans le plaisir, quoi, la spontanéité. Et toi, en tant que DRH, c'est quoi un peu tes challenges, tes chantiers, enfin vraiment les choses que tu dois faire en ce moment, par exemple, dans ton job, ou que tu te dis, tiens, ça, c'est vraiment pas facile, mais voilà, il faut le faire. Le recrutement. En ce moment, dans le tourisme, comme dans beaucoup d'industries, il y a beaucoup d'enjeux de recrutement. Et quand on est dans des phases de reprise, comme on a connu finalement un petit peu en France depuis le printemps ou le début d'été, l'accompagnement de la reprise, ça passe souvent par du recrutement. Et ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est des difficultés, soit des profils pénuriques, soit un manque d'envie ou de motivation ou du repositionnement de profils qui, avec la crise finalement, se sont dit on va faire autre chose, on va se reconvertir. Il y a des secteurs où c'est vraiment compliqué. J'ai une amie qui a une entreprise d'événementiel avec ses frères, et en fait, là, elle me disait le problème, c'est que toutes les ressources qu'on avait avant, les maîtres d'hôtel, etc., restauration, il y en a beaucoup qui sont reconvertis, donc il y a une pénurie de ressources en fait. Toi, j'imagine aussi, du coup, dans le tourisme, c'est valable aussi. Exactement, il y a une pénurie de profils. Chacun a repensé un petit peu ses priorités ou son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, on est confronté à ça, à ces réflexions qui prennent maintenant plus concret. Alors, on a la chance, je dirais, dans l'entreprise où je suis actuellement, d'avoir une bonne attractivité, donc une bonne marque employeur. Ça aide. Ah oui, il y a tout ce travail de marque employeur pour arriver à finalement être attractif pour les candidats. C'est ça. Donc ça, c'est très, très important pour donner envie, comme tu le dis. Et puis, il y a le travail de réseau, la cooptation aussi, et ça, c'est essentiel aujourd'hui, puisque finalement, on va vraiment travailler le recrutement au-delà de poster une annonce, parce que ça représente finalement très, très peu aujourd'hui des méthodes de sourcing, quoi. Ok, et aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes ? Comment ça se passe ? Alors, moi, je suis soit une, soit deux. Ça dépend. En ce moment, je suis deux. Moi, quand j'ai pris mon poste, il y a un petit peu moins de 5 ans, j'ai pris le poste pour le challenge de créer la fonction RH dans l'entreprise.
Donc voilà, j'étais au départ Il y a seule. combien de salariés Dans l'entité, 100 salariés. D'accord, ok. 100 salariés. Mais tu as quand même des personnes qui travaillent sur la paye, sur la partie RH. Enfin, tu as aussi d'autres personnes dans l'équipe qui... Oui, alors, oui, je vais travailler. En fait, j'ai beaucoup d'externalisation. D'accord. Voilà, et c'est comme ça que je fonctionne. Donc la paye Ok. est externalisée. Et puis après, dès que j'ai un sujet ou une mission particulière, je fais appel, oui, à des experts. D'accord, oui, donc tu dois pas t'ennuyer quand même parce qu'il faut Non. piloter. Moi, pour avoir travaillé dans une entreprise Salomon, je sais pas si tu connais, j'étais Ouais, bien sûr, ouais. HR Ouais. dans cette entreprise pendant D'accord. 1 an et demi, Ouais. sur Annecy. Ouais. Et du coup, je me rappelle, on pilotait des prestataires, mais il y a aussi tout ce travail de coordonner, de vérifier quand ça va pas. D'abord de trouver, finalement de faire des mini appels d'offres, de les sélectionner. Et puis après, voilà, de lancer les projets. Alors les projets, ça peut être des digitalisations, de feuilles de paye, de tickets restaurants, voilà, enfin des choses. Il y a la formation, bien sûr. Il y a énormément de volets en fait dans les ressources Ouais. humaines. Les gens se rendent pas compte. C'est vrai, quand ils disent le service RH, ils pensent à la partie soit recrutement, soit paye administrative, mais il y a plein d'autres choses autour, quoi. C'est passionnant, hein, mais c'est du boulot. C'est ça. Et en fait, oui, c'est vrai qu'on se demande souvent ce que font les RH toute la journée dans leur bureau. Qu'est-ce qui se passe dans ce bureau qui est soit fermé, soit ouvert. Mais le collaborateur, finalement, il a affaire au RH souvent, soit à l'entrée, soit à la sortie, un petit peu pendant sa vie dans l'entreprise, mais il ne voit pas finalement qu'il y a tout le travail sur bon nombre de dossiers qui voient le jour ou qui ne voient pas le jour d'ailleurs. Et sans compter toutes les évolutions réglementaires, tout ce qu'il faut suivre, mettre en place. Je pense notamment, tu sais, aux entretiens professionnels, les entretiens d'évaluation, tout ça. Oui, voilà, dans cette création de fonction, justement, rien n'était fait sur les entretiens professionnels. Il a fallu, je dirais, rattraper presque des années entières. Et finalement, voilà, ça a été mené dard pour courir après les échéances. Et oui, ça me rappelle des souvenirs, surtout dans mon tout premier poste où je m'occupais de tout ça. Donc, c'est marrant, j'ai l'impression de revenir un peu dans le passé avec toi. Mais en tout cas, c'est des bons souvenirs. Non, c'est intéressant, c'est passionnant les RH, vraiment. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faut avoir comme qualité pour exercer ce job, alors que ce soit DRH ou RRH, enfin en tout cas évoluer dans ce milieu à des postes, pas forcément des postes d'exécution, mais des postes où vraiment tu pilotes, tu gères tout ça. Je pense qu'une des qualités à avoir, c'est l'adaptabilité. S'adapter en permanence parce que il y a des sujets, il y a des enjeux. Le sujet d'hier n'est pas forcément celui de demain. On s'adapte aux différents publics aussi, puisqu'on a de nombreux interlocuteurs. Je pense qu'il faut être persuasif aussi. Et là, je pense notamment à la partie relations sociales ou entretien avec les collaborateurs ou les managers. Il faut, je pense, avoir une intelligence relationnelle pour être, encore une fois, pouvoir parler à chacun dans l'entreprise, avec ses enjeux, avec ses préoccupations, et puis être à l'écoute, bien sûr, et l'empathie, évidemment. Ouais, effectivement. Donc ça fait quand même un petit panel de qualités. Je pense qu'il y a beaucoup de qualités à avoir parce que c'est des métiers où, comme tu dis, il y a une diversité énorme dans ces métiers de compétences à avoir et puis de situations. C'est vrai qu'on peut avoir des collaborateurs de tout niveau. Mais bon, c'est ça qui est intéressant et puis c'est beaucoup trouver des solutions finalement. Enfin, c'est trouver des solutions, exactement. C'est être confronté à des problèmes plus ou moins graves, mais en même temps, quand un collaborateur vient nous présenter un problème, pour lui, c'est souvent avec son regard grave. Parfois, il faut dédramatiser, parfois, il faut être dans le compromis. C'est ça que je trouvais difficile moi, même si j'étais pas à ce niveau de responsabilité-là, c'est d'arriver à montrer l'empathie et avoir un bon relationnel tout en gardant de la distance parce qu'on est quand même là pour que ce soit OK au niveau du droit, que ce soit... Enfin, on est quand même là pour, on va dire, valoriser les intérêts de l'entreprise. On est ambassadeur, donc... je trouve que parfois, en tout cas moi par rapport à ma personnalité, après je pense que ça dépend, c'était pas facile de trouver, tu sais, le juste milieu. Mais en fait c'est cette neutralité qui est pas évidente à trouver, qui est pourtant nécessaire. C'est-à-dire que bien sûr on a les intérêts de l'entreprise et il faut servir les intérêts de l'entreprise et en même temps essayer de trouver le meilleur compromis pour le manager, pour le collaborateur, pour l'entreprise, sans être dans le jugement et être dans une position la plus neutre possible et souvent
on fait appel à nous finalement pour avoir cette prise de recul que les managers ou les collaborateurs n'ont pas toujours face à leurs problèmes. C'est exactement ça. Est-ce que toi, dans tes années, alors on va parler après un petit peu de ta carrière, hein, D'accord. mais est-ce que tu as eu des difficultés à des moments du métier, des choses qui t'ont posé plus de problèmes que d'autres, sans parler forcément des missions, tu vois, mais peut-être des challenges, des choses que tu as dû relever qui n'étaient pas simples, parce qu'on sait que c'est des métiers vraiment passionnants, mais pas faciles. Donc, est-ce que toi, tu as des choses à nous raconter? Alors, ça peut être dans d'autres entreprises dans lesquelles tu as été aussi. Des difficultés, je dirais c'est parfois, je pourrais prendre un exemple d'une difficulté lors d'un entretien de recrutement. Donc quand on fait des rencontres, des entretiens, des interviews, on creuse, on essaie bien sûr d'identifier et de savoir qui est la personne et comment elle fonctionne. Et j'ai été confrontée à un mensonge en direct et finalement à révéler ce mensonge. Et c'était assez dur. Pour te raconter un petit peu l'histoire, là c'est une personne qui, à un moment donné, sur sa dernière expérience professionnelle, donc elle avait vraiment, je dirais, le profil idéal, elle était dans la shortlist, donc on était dans les quasiment entretiens. À la recruter, quoi. Oui, quasiment, et pour moi c'était presque fait. Et puis sur sa dernière expérience, elle m'a enseigné une entreprise dans laquelle j'avais travaillé. Et vraiment d'une question très très bête où je lui demandais mais quand vous y étiez, avec qui est-ce que vous avez travaillé, comment elle s'appelait déjà, votre responsable, elle s'appelait Fabienne comment. Et pour moi c'était une question tellement anodine, parce que, en fait c'était simplement me souvenir de cette personne. Et en fait la personne a commencé à être mal à l'aise. Et t'as vu direct qu'il y avait un problème. Me dire qui était cette personne, et de fil en aiguille, elle a fini par m'avouer qu'elle n'avait jamais travaillé et qu'elle avait finalement inscrit cette expérience simplement pour masquer qu'elle était en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. Et ça m'avait fait terriblement mal parce que je me suis dit mais là malheureusement c'est le discrédit. Et la perte de confiance. Et je lui ai expliqué. On peut pas recruter quelqu'un qui déjà ment au niveau de l'entretien. Et c'était assez dur parce que je voyais bien que cette personne était très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Et malheureusement, c'était la réalité. Et qu'il n'y avait rien à cacher. Moi, je me rappelle des entretiens. Et c'est vrai moi, c'était un petit peu le conseil qu'on m'avait donné pour essayer de voir les candidats. On m'avait dit dans les dernières minutes aussi, quand on parle de choses un peu plus détente ou des choses, et parfois le candidat du coup va un petit peu se détendre, mais au point où il va dire des choses qui, sans vouloir piéger la personne, parce que c'est vrai qu'on a une image, je trouve, des RH parfois, que les RH sont là pour piéger. Non, mais on est là pour savoir si c'est la bonne personne, et c'est vrai que si on peut avoir les bonnes techniques pour lui faire dire les vraies choses, et ça on le voit parfois pas au début de l'entretien, mais après complètement. Et c'était pas une question piège à l'origine, mais en fait c'était le fil de la conversation qui a révélé ça. Donc voilà, quand on est confronté à ce genre de choses, ce ne sont pas des bons moments. Et puis ça fait partie en tout cas des relations qu'on peut avoir avec les hommes et les femmes qu'on rencontre tous les jours. Ouais, les managers aussi, le contact avec les managers, parfois. Moi, je sais que j'ai fait plusieurs entreprises en RH, donc j'ai eu affaire à des environnements extrêmement différents. Mais à chaque fois, autant il y en avait avec qui ça passait très très bien, autant d'autres qui étaient très stressés et qui du coup avaient des enjeux énormes pour leurs équipes et parfois voulaient recruter entre guillemets très rapidement quelqu'un qui correspondait pas. Ça, c'est vrai que tu as raison de le dire. L'urgence, je crois que c'est le pire ennemi de la RH, c'est l'urgence. Vouloir recruter en urgence, vouloir résoudre ce problème en urgence, à chaud, et le temps RH, le temps de l'humain, ce n'est pas du tout le temps business finalement. Et c'est ce compromis qui va être difficile à trouver, encore une fois. Notre échelle de temps n'est pas forcément la même. C'est le pire ennemi. C'est le pire ennemi, par exemple, dès qu'on a des échéances réglementaires ou juridiques à respecter. On s'inscrit dans un temps qui n'est pas forcément le temps du business. Et ça, c'est vrai. Et en plus, ça nécessite du temps parce que parfois, vérifier les textes réglementaires, faire des contrôles de référence. Et on se rend compte souvent que quand on recrute dans l'urgence ou qu'on résout un problème avec un collaborateur dans l'urgence,
alors c'est fait, ok, on peut le cocher, mais parfois les problèmes qu'on peut avoir derrière, les conséquences les conséquences peuvent être énormes. Donc voilà, exactement. Et le pire aussi, ça serait de ne rien faire ou de ne pas régler. Ça aussi, on est confronté à ça. En fait, faut arriver à être dans l'efficacité, l'action, et en même temps, en fait, c'est un équilibre. Hein, c'est comme on disait tout à l'heure. Voilà, exactement. C'est un peu un jeu d'équilibriste. Ouais, c'est un positionnement en tout cas qui, je pense, n'est pas fait pour tout le monde. Qui nécessite, comme tu te dis, beaucoup de qualités, compétences. Par contre, c'est passionnant parce qu'on touche à plein de choses. Et on est en contact, que ce soit les managers, les salariés. Enfin, tu vois, moi, c'est ça que j'aimais. Hein, c'est que... Ouais, c'est les rencontres. Et aussi être sollicité, finalement, qu'on ait besoin de nous, qu'on fasse appel à nous pour avoir est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, qu'est-ce que tu me conseilles. Ce rôle de conseil, il est extra. Et moi, ça c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment t'en es arrivée là, alors de manière un peu synthétique, qu'est-ce que t'as fait parce que ça en termes d'études, 15 ans, de ma vie que je fais pour la petite anecdote, c'est pour ça que j'en parle pas trop au début des podcasts, parce que c'est vrai que les gens, en plus, parfois c'est passionnant sans dans le parcours, et du coup, je préfère qu'on en parle à la fin. Alors, en fait, je suis arrivée dans les RH en intégrant une entreprise de tourisme. Et j'étais à un poste d'assistante de gestion. Et ce poste a un peu dévié et a été rattaché à la RH. Et j'ai découvert les ressources humaines de cette façon-là. Et j'ai commencé comme assistante RH. Puis partenaire RH, je partais en congé maternité puis parental. Donc, en termes d'études, tu avais fait des études J'avais fait une licence langue étrangère et une spécialisation ensuite dans le tourisme. Donc j'ai d'abord commencé ma carrière dans le tourisme et j'ai basculé à un moment donné par une opportunité. J'ai découvert les RH et puis voilà, j'ai monté un à un les différents échelons. On m'a fait confiance et j'ai eu la chance d'évoluer dans des équipes qui avaient envie de transmettre leur savoir, qui a fait envie aussi de donner la chance à ceux qui... Et donc, tu as travaillé dans combien d'entreprises, du coup plusieurs ? Oui, plusieurs entreprises. Je suis restée longtemps dans une entreprise qui s'appelait Thomas Cook Voyage, un groupe international. Très connu, J'y suis restée une dizaine d'années. Et puis ensuite, j'ai évolué dans différents secteurs, la téléphonie, le recrutement. Je suis revenue dans l'hôtellerie et j'ai intégré la MSC Croisière il y a presque 5 ans. Ok, très bien. Donc plusieurs entreprises, mais à chaque fois tu t'y projetais plusieurs années et tu as pu évoluer. Quoi. Oui, en fait, à un moment donné, quand j'ai quitté après 10 ans, j'avais envie de multiplier les expériences pour multiplier un petit peu la connaissance des conventions collectives ou des environnements, tout simplement. Donc j'avais un peu soif de ça et jusqu'à finalement trouver un poste où j'avais la latitude de construire le département, plus que de m'inscrire comme étant un énième RH dans l'équipe. Ouais, c'est ça qui est intéressant de partir du début et de se dire je construis une politique RH. Exactement. Et là, j'ai l'autonomie de construire un peu comme je veux, finalement, à mon image. Ouais, c'est aussi pour ça que tu as pris des responsabilités. Exactement. Voilà, parce que tu voulais vraiment apporter plus que ta pierre à l'édifice. C'est ça. Très bien. Et du coup, donc aujourd'hui, ce qui te fait lever le matin, qu'est-ce qui te... Enfin voilà, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu peux nous parler en général de tes journées comme ça, pour qu'on rentre un peu dans le quotidien passionnant d'une DRH? Alors, les journées, elles sont souvent bien remplies et elles sont remplies d'imprévus déjà. Alors, bien sûr, il y a l'agenda, les rendez-vous sont calés, donc des entretiens, entretiens de recrutement ou entretiens avec des managers ou avec des collaborateurs. Donc, c'est toujours beaucoup, soit de one-to-one, soit de réunions en petit comité 3-4. Quasiment tous les matins, on a un mini comité de direction depuis le début de la crise. Donc ça peut paraître peut-être un peu lourd à gérer, mais en même temps, comme on a cette notion de télétravail on travaille beaucoup à distance. Ça, c'est important pour créer du lien toujours et rester, je dirais, avec les bonnes informations à chaud. Donc ça commence par là, en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle chez nous le coffee time. Et puis après, l'enchaînement de différentes thématiques. Et l'après-midi, souvent, j'ai plutôt un travail de fond sur des sujets.
Ok, donc tes journées sont quand même bien organisées avec pas mal de choses. Mes journées sont bien organisées, mais elles laissent toujours place à beaucoup d'imprévus. En ce moment, c'est le Covid, c'est tous les jours des choses. Et tu gères au niveau du télétravail, la politique, il y a quand même pas mal de télétravail dans l'entreprise. Oui, il y a du télétravail dans l'entreprise. On a été en 100% télétravail pendant 18 mois. 100% de l'effectif, donc ça c'était un peu nouveau, donc ça s'est très très bien passé. Et aujourd'hui on est dans un schéma un peu plus hybride avec beaucoup de télétravail, 2 à 3 jours par semaine et des alternances d'1 semaine ou 2 pour certaines équipes. J'ai la chance d'évoluer dans une entreprise où on fait confiance et on n'est pas dans le contrôle à outrance. Oui. Et on a grandi avec ça et tant mieux. Je pense qu'il y a aussi cette culture du résultat dans le tourisme. Enfin, vous avez quand même des chiffres, des périodes où il y a du travail à battre. Enfin, ce côté vraiment culture du travail, du résultat qui fait que de toute façon, que ce soit en télétravail ou non, il faut atteindre les objectifs, quoi. Oui, donc, oui, bien sûr, on a la culture du résultat. Là, c'est plus compliqué forcément parce qu'on est en période de crise. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, l'un des challenges, peut-être pour revenir un peu sur ta question tout à l'heure, c'est peut-être fédérer quand même les équipes. Ouais. Créer vraiment un collectif soudé. Parce que quand on est en difficulté, on voit que en difficulté et à distance aussi, on a vite fait quand même de perdre un petit peu le sens quand on est seul derrière son écran chez soi. Perdre le lien. Dans mon entreprise d'avant, on faisait beaucoup de Zoom, tu sais, le matin. Ne serait-ce que de voir ses collègues, c'est important. Hein. Ah oui, tout à fait. Super. Et en termes de métier, du coup, tu recrutes et les métiers fonction support et les métiers, par exemple, sur les bateaux? Alors, je ne m'occupe pas du tout des métiers à bord. Il y a des équipes qui sont dédiées, qui sont soit en Italie, soit à Genève. Moi, je m'occupe uniquement des métiers sur l'entité française. Et nous avons des conseillers voyage. Donc, c'est uniquement, ou en tout cas des fonctions qui sont tournées vers les ventes. C'est plutôt des sales. Vente soit en call center, soit commerciaux terrain, et puis après toutes les fonctions support traditionnelles qu'on trouve dans une entreprise, donc la communication, du marketing, la finance, juridique, etc. D'accord, donc très varié, des profils très variés. Très variés. Et ça me plaît beaucoup en fait. Hyper intéressant, oui, pour toi. Génial. Donc on va maintenant finir la conversation par un petit passion quiz. Donc l'objectif c'est de mieux te connaître à travers quelques petites questions sur toi. Mais avant ça, j'aurais bien aimé que tu nous parles aussi d'un nouveau projet, un projet que tu fais depuis quelques mois qui est un blog, puisque finalement on peut être DRH et aussi avoir d'autres projets. Alors explique-nous un peu ce que c'est et comment tu le projettes en fait. Alors oui, j'ai un blog qui s'appelle prêtarecruter.com et j'ai eu envie il y a quelques temps, il y a presque 2 ans, de partager, je dirais un peu mon goût ou ma passion pour le recrutement. Donc j'écris des articles, je fais des critiques de livres sur le RH et les recrutements. Et puis, j'accompagne aussi, ça c'est le projet, avec des formations sur le recrutement. Génial. Donc ça, tu fais ça en parallèle de ton job de DRH? En parallèle de mon job, complètement. Ok. Et avec l'objectif de développer tout ça Avec l'objectif de développer tout ça sur du long terme, donc c'est petit pas après petit pas. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors j'y réfléchis depuis 2 ans. Là j'ai terminé le site internet il y a quelques semaines seulement. Ah bravo. Ouais. Mais en même temps ça m'a lancé vraiment un challenge et pour moi c'est un vrai défi personnel et ça me plaît beaucoup parce que finalement j'apprends aussi beaucoup de techniques, que ce soit du marketing, de la vente. Tu es aussi très active sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Oui, alors ça c'est mon réseau chouchou, LinkedIn. Alors je fais une revue de presse RH toutes les semaines. Voilà, c'est ça que je vois passer. Tous les lundis, je commence par ça. Donc ma semaine, effectivement, je la commence par ça. C'est génial. Alors, et puis ça le dimanche, ça te sert finalement pour ton job. C'est ça qui est génial. Ça m'enrichit. C'est ma veille. Je lis beaucoup et ça me plaît beaucoup et je le partage avec le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement,
Je pense que je le fais depuis plus de 10 ans. Oui, Cette veille, tu le fais naturellement. Je la fais naturellement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je ne la partagerais pas tout simplement sur LinkedIn de façon un petit peu plus structurée. Et ça fait presque un an que je fais cette veille RH. En tout cas, c'est hyper intéressant. Moi, je suis allée voir l'autre jour. Justement, j'avais vu passer plusieurs fois. Justement, c'est aussi la régularité qui paye. Quand on voit un contenu qui repasse tous les semaines, on se dit, ah, qu'est-ce que c'est, une fois, deux fois, puis on y va. Et ouais, c'est très qualitatif. Puis on sent que tu sais de quoi que tu parles. Donc ça, c'est quand même intéressant. Génial. Donc, es-tu prête pour le Passion Quiz ? Allez, on y va. C'est le Passion Quiz. Alors Nathalie, est-ce que t'es plutôt thé ou café ? Café, un petit expresso, ça c'est parfait. Ok. Plutôt du genre à te coucher tard ou à te lever tôt ? Alors moi, je me lève tôt et j'adore le matin. J'adore cette sensation du matin. C'est une espèce de renouveau. On est tout frais, la journée commence. Ça me plaît. Oui. Ok, donc tu fais une morning routine, une petite routine du matin, ou est-ce que c'est juste Non, j'ai pas. Non, je suis pas à ce point-là d'avoir une morning routine. Je ne peux pas l'insérer, mais j'aime cette sensation. Du matin, de se lever tôt. Une nouvelle journée commence, une nouvelle page va s'écrire. Oui, ça me plaît. Trop bien. Une personne qui t'inspire. Alors ça peut être une ou plusieurs. Ça peut être. Tu peux dire une personne, par exemple, connue et une plutôt dans un environnement perso. Enfin, voilà, ce qui te vient. Alors, j'ai plutôt des types de personnalités qui m'inspirent plutôt qu'une personne en particulier. Alors, il y a des gens que je suis qui m'inspirent parce que ils me donnent de nouveaux horizons. Ça peut être, par exemple, quelqu'un que j'ai beaucoup écouté qui s'appelle Oussama Ammar. Ah bah oui. Que j'ai beaucoup écouté. Que Ophélie Duvillers connaît bien d'ailleurs, dans le club dans lequel on s'est rencontrés. Exactement. Et ça, j'ai beaucoup écouté à partir du moment où j'ai découvert, mais comme je dirais comme beaucoup de gens qui ont eu envie de faire des choses à côté. Donc lui m'inspire énormément. Et après, j'aime les personnalités, je dirais, qui vont oser faire des choses, qui vont tester, qui vont avoir de l'audace et un petit grain de folie aussi. Ok. Voilà, c'est un peu les personnalités. C'est marrant parce que ça rejoint les RH finalement. Dans les RH, dans le recrutement, tu étudies en permanence les tests. Tu fais je sais pas si tu fais passer les tests de personnalité, mais il y a ce côté. Effectivement, personnalité plus qu'une personne en fait, parce qu'il y a des personnalités qui se ressemblent. Et des profils, moi j'avais étudié tout ça du coup dans le cadre de mon job. Un livre qui t'a marqué, que tu aimerais partager Alors j'ai un livre business qui m'a beaucoup marqué et qui m'inspire, ça s'appelle Who, The A-Method for Hiring, ça c'est sur le recrutement. C'est quand même une petite recette, une bible un peu. Bien recrutée, même si ça se prend pas forcément au pied de la lettre, mais en tout cas c'est une très très bonne base. Malheureusement il n'est pas traduit. Et puis un livre qui m'a vraiment marqué, donc je l'ai lu il y a des années, c'est Le Parfum. Ah oui. J'ai eu beaucoup d'émotions à le lire. Je crois qu'il a été adapté en film également. Oui, tout à fait. Cette espèce de monstre génie et en même temps avec cette. Il y avait ce personnage justement avait une sacrée personnalité et c'est assez inquiétant. J'ai beaucoup d'intérêt. Ça te plaît, l'olfactif. Et pour terminer, un conseil que tu voudrais partager à ceux qui voudraient se lancer dans un métier qui les passionne, en tout cas trouver un peu leur job de rêve. Peut-être s'entourer de personnes qui soient à même de les inspirer, de les aider, de les accompagner, de les conseiller, mais pas simplement dans le conseil c'est bien, etc. C'est être critique aussi, s'entourer et puis prendre du recul. C'est hyper important. Moi, un conseil aussi qu'on m'avait donné, c'est que je donne aussi à mes coachés, mes recommandations, c'est vraiment de contacter des personnes, par exemple si on veut faire tel métier, en leur disant est-ce que vous serez dispo pour un échange de 15 minutes au téléphone pour qu'on discute. Et en fait ça permet aussi de voir si ce qu'on rêve de faire, est-ce que la réalité des gens qui le vivent est la même, de discuter, d'échanger. Et là on se rend compte parfois qu'en fait il y a des choses qui en fait ne nous conviennent pas, il y a que comme ça en partageant. C'est ça. C'est le vécu. C'est ça. Le vécu, l'expérience, ça parle énormément. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, se confronter au marché et aux réalités. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec mes clients parce que on peut rêver de quelque chose, mais en fait, si les conditions de travail vraiment ne nous conviennent pas,
malheureusement ça va pas fonctionner quoi. Donc ouais, je trouve ça hyper intéressant, et s'entourer dans l'entrepreneuriat aussi de personnes qui sont dans le même mood que nous, même toi dans ton cadre de ton projet, en plus de ton, on peut dire, le side project, projet en parallèle de ton travail, voilà, d'essayer de trouver des personnes dans les RH avec qui tu peux vraiment échanger, te porter. Pour moi, par exemple, c'est ce qu'on fait aussi via le club Game Changer, de s'entourer de gens qui sont dans la même énergie en fait. Et ça permet de progresser vite et de passer quelques barrières, quoi, en fait. Hein, tout à fait. De ne pas rester seul avec son projet, ses échéances. Oui, on avance. Tout à fait. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager une citation, quelque chose qui te drive, qui t'inspire au quotidien? Alors, j'aime bien partager des citations sur LinkedIn, d'ailleurs, et je vois que l'audience aime bien aussi. Il y en a une qui me plaît depuis toujours. C'est « Choisis un travail que tu aimes, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Ah, j'adore cette citation. C'est Confucius. Et puis, elle correspond bien au podcast, je crois. Ma passion, mon job. Non, c'est clair. C'est clair que quand on fait ce qu'on aime, alors c'est pas pour ça que c'est facile, mais on est tellement passionné qu'en fait, c'est même dur des fois de prendre des vacances. Alors faut quand même en prendre. Et à l'inverse, je vois tellement de gens qui exercent un travail qu'ils n'aiment pas et qui se font souffrir inutilement. Alors on n'a pas toujours le choix, c'est pas toujours simple, mais oui, faire ce qu'on aime. Moi je pense qu'on peut toujours, on n'a pas forcément, on n'y pense pas forcément, et on pense qu'on n'a pas le choix, mais que quand on veut vraiment, on peut se donner les moyens, et en tout cas par contre il faut trouver aussi ce qui va nous plaire, parce que c'est pas toujours facile aussi cette première étape. Écoute, merci beaucoup Nathalie pour ton témoignage, et puis bien sûr je vais remettre le lien de ton blog, ou te retrouver également sur LinkedIn puisque tu es très active là-dessus, et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Célia. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute, j'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.